Le brouillard se leva à 8h43 en ce matin glacial du 18 décembre 1944 et le sergent Henri Renard aperçut le blindé allemand. Il était à 270 mètres, avançant en écrasant la neige de la forêt belge avec cette assurance mécanique propre aux machines qui savent qu'elles ne peuvent pas être blessées. Derrière lui en venait un autre, puis un troisième. 3 chars allemands progressant en direction de la tranchée de Renard vers cette ligne américaine tenue depuis le début de l'offensive, une ligne aussi mince qu'une feuille de papier tendue contre le vent. Renard était fantassin depuis 2 ans. Il avait vu des chars, il savait exactement ce qu'ils représentaient pour des hommes armés de simples fusils, il savait qu'ils représentaient la mort. La réponse américaine standard face à l'armure allemande était d'une simplicité désespérante. Prier pour que quelqu'un disposant d'armes réelles se trouve dans les parages. Les fusils d'infanterie rebondissaient sur le blindage des chars comme des cailloux lancés contre un mur de béton. Les mitrailleuses étaient inutiles. Les grenades exigeaient de s'approcher suffisamment près pour que les mitrailleuses du char vous fauchent avant même que vous puissiez les dégoupiller. Face aux blindés ennemis, l'infanterie américaine n'avait que 3 options: se cacher et espérer que les chars passent sans s'arrêter. Courir en espérant être plus rapide que leurs canons, ou rester sur place et mourir. Renard avait vu ces 3 options se dérouler à travers toute la France et la Belgique. Il avait regardé des camarades faire les mauvais choix. Il avait enterré des hommes qui n'avaient eu, en réalité, aucun vrai choix à faire. Mais ce matin-là, Renard avait quelque chose de différent dans sa tranchée. Quelque chose que les Allemands ne connaissaient pas encore. Il tendit la main vers l'arme posée à côté de lui et sentit le poids inhabituel de la roquette déjà chargée dans le tube. Le lance-roquette portatif modèle 42 lui était familier, ce lanceur à épaulement qui décevait les soldats américains depuis les campagnes d'Afrique du Nord. Mais les munitions, elles, étaient nouvelles. La caisse dont elles provenaient portait des marquages que Renard ne reconnaissait pas et des avertissements qu'il ne comprenait qu'à moitié. Le sergent d'approvisionnement qui les avait livrés n'avait dit qu'une seule chose: celle-là c'est différent, ne les gaspille pas. Renard ne connaissait pas la physique de ce qu'il tenait entre ses mains. Il ne comprenait pas les charges creuses, ni l'effet Munro, ni les propriétés des jets de cuivre surchauffés. Il savait seulement que quelque part en Amérique, des ingénieurs avaient travaillé sur le problème qui tuait les fantassins depuis que le premier char avait traversé un champ de bataille en 1916. Le problème était celui de la pénétration. L'armure des blindés allemands avait évolué bien plus vite que les armes conçues pour la vaincre. Le premier lance-roquette anti-char introduit en 1942 pouvait pénétrer environ 80 mm de blindage. C'était suffisant pour détruire les véhicules plus légers du début de la guerre. Mais dès 1944, les ingénieurs allemands avaient répondu par des plaques plus épaisses, de meilleurs angles d'inclinaison et un acier amélioré qui se moquait des roquettes américaines. Le Panzer IV disposait de 80 mm de blindage frontal. Le Panther en avait 100. Les roquettes américaines rebondissaient sur les chars qu'elles étaient censées détruire. Les unités d'infanterie signalaient engagement après engagement où des touches directes ne produisaient que des étincelles et du bruit, mais aucune destruction. Le lance-roquette anti-char était devenu au mieux une arme psychologique. Tirer sur un char, espérer que l'équipage ferme ses trappes et perde en visibilité, puis courir pendant qu'ils sont temporairement aveuglés. Ce n'était pas vaincre les chars. C'était les retarder de quelques secondes. Les officiers de Renard avaient arrêté d'affecter des hommes aux équipes de lance-roquettes parce que cette affectation était essentiellement une condamnation à mort. On s'approchait suffisamment pour tirer. On se faisait tuer avant même de savoir si la roquette avait fonctionné. Il faut comprendre ce que cela signifiait concrètement pour les hommes sur le terrain. Imaginez-vous couché dans une tranchée peu profonde, le sol gelé s'enfonçant dans vos côtes, le froid mordant à travers votre uniforme. Vous entendez le grondement sourd des moteurs avant même de voir les machines. Vous sentez les vibrations dans la terre et vous savez, avec une certitude absolue, que l'arme que vous tenez entre les mains ne peut pas vous sauver. Que la seule question n'est pas de savoir si vous allez mourir, mais comment et à quelle vitesse. C'était la réalité quotidienne des fantassins américains depuis le débarquement en Normandie. Une réalité que les rapports officiels décrivaient pudiquement comme inefficacité tactique face aux blindés lourds ennemis. Sur le terrain, les soldats utilisaient d'autres mots, des mots qu'on ne répète pas dans les salles de briefing ou devant les familles. La roquette anti-char à charge creuse de nouvelle génération était la solution que les ingénieurs de l'armement américain avaient développée dans un secret absolu.
L'acronyme anglais signifiait Explosif Anti-Char Haute Performance. Mais ce nom ne rendait pas justice à ce que la technologie accomplissait réellement. La roquette n'explosait pas simplement contre le blindage comme les armes précédentes. Elle concentrait l'explosion en quelque chose d'infiniment plus meurtrier. Au cœur de cette nouvelle munition se trouvait une charge creuse, également appelée charge Munro, d'après le scientifique qui avait le premier documenté l'effet au XIXe siècle. L'explosif à l'intérieur de l'ogive était moulé en forme de cône, tapissé d'une couche de cuivre. Lorsque la charge détonnait, au lieu d'exploser vers l'extérieur dans toutes les directions, comme un explosif ordinaire, la force était concentrée le long de l'axe du cône. Toute l'énergie de l'explosion, au lieu de se disperser inutilement, était dirigée vers un seul point. Le revêtement de cuivre était la clé de l'ensemble. La pression de détonation était si extrême, des millions de kilogrammes par centimètre carré, que le cuivre subissait une transition de phase. Il ne fondait pas exactement. Il devenait quelque chose entre solide et liquide. Un jet supraplastique de cuivre se déplaçant à environ 7500 mètres par seconde. 7 fois la vitesse du son, 7 fois la vitesse à laquelle le son voyage dans l'air à 0 degrés Celsius. Ce jet de cuivre n'avait que quelques millimètres de diamètre, quelques millimètres à peine plus épais qu'un crayon, mais il transportait une énergie colossale concentrée en un point infime. Lorsqu'il frappait le blindage, il ne le traversait pas comme une balle le traverse. Il pénétrait par pure pression cinétique, écartant les molécules du métal les unes des autres. Ce n'était pas une perforation mécanique au sens traditionnel. C'était une violation de l'intégrité métallurgique à une échelle que les ingénieurs d'acier n'avaient jamais anticipée. La nouvelle roquette pouvait pénétrer 100 mm de blindage. Ce chiffre seul était révolutionnaire. Mais plus important encore, la pénétration était constante quel que soit l'angle d'impact, quelque chose que les armes conventionnelles ne pouvaient pas réaliser parce que le blindage incliné déviait les projectiles. Le blindage incliné, cette innovation que les ingénieurs allemands avaient introduite précisément pour déjouer les armes anti-chars alliées, devenait soudainement sans objet. La technologie avait été classifiée au plus haut niveau. Les Allemands connaissaient le principe des charges creuses en théorie. Ils avaient leur propre programme de recherche. Mais ils ne savaient pas que les Américains avaient réussi à les déployer dans des armes d'infanterie légères, portables par un seul homme, utilisables depuis une tranchée ou derrière une haie. L'élément de surprise était considéré si précieux que les nouvelles roquettes n'étaient distribuées qu'à des unités sélectionnées avec des ordres stricts de ne laisser aucune roquette non tirée tomber aux mains de l'ennemi. Renard avait reçu 12 roquettes. Il était censé toutes les utiliser ou détruire les restantes si sa position était débordée. Il ne connaissait rien de cette histoire lorsque les blindés approchèrent. Il savait seulement qu'il avait une arme et des ennemis à arrêter. Les décisions prises dans les laboratoires d'armement américains, dans les salles de réunion secrètes de Washington, dans les usines qui travaillaient 24 heures sur 24 pour produire ces munitions nouvelles, toutes ces décisions convergeaient maintenant vers ce point précis, une tranchée gelée dans la forêt belge. Un sergent dont les mains tremblaient peut-être un peu de froid ou de peur, probablement les deux. Et 3 chars qui n'avaient pas encore la moindre idée de ce qui les attendait. Le blindé de tête était maintenant à 200 mètres, suffisamment proche pour que Renard puisse voir le givre sur sa coque, suffisamment proche pour entendre le grincement de ses chenilles sur le sol gelé, suffisamment proche pour que la tourelle commence à pivoter vers les positions américaines. La mitrailleuse du char cherchait une cible. Elle cherchait Renard. Renard épaula le lance-roquette. L'arme était simple à utiliser malgré son chargement mortel. Pointer vers la cible, estimer la distance, presser la gâchette. La roquette s'enflammerait et couvrirait la distance en approximativement une seconde, frappant là où le tube était pointé. Le défi était de toucher une cible en mouvement. Le défi était de survivre assez longtemps pour tirer. Il visa le blindage frontal du premier char, l'endroit le plus épais, l'endroit où les roquettes précédentes avaient rebondi sans effet. Dans d'autres circonstances, avec d'autres munitions, viser le blindage frontal d'un panthère était presque une plaisanterie macabre, autant jeter un caillou contre un mur de forteresse. Mais Renard avait été briefé. Il savait que ces nouvelles roquettes fonctionnaient différemment. Il croyait les ingénieurs parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'y croire. Il pressa la gâchette, la roquette quitta le tube avec un sifflement et une traînée de fumée blanche qui trahit immédiatement sa position. Il vit la mitrailleuse du char commencer à pivoter vers lui. Il vit la tourelle entamer sa rotation.
Il avait peut-être 3 secondes avant que le feu de riposte ne trouve sa tranchée. 3 secondes entre la vie et la mort. La nouvelle roquette frappa le blindé de plein centre. Renard avait déjà vu des impacts de roquettes anti-chars. Le résultat habituel était un éclair brillant, une gerbe d'étincelles et un char qui continuait à avancer comme s'il était simplement agacé par la tentative. Il s'attendait à la même chose, ce qu'il vit était différent. La roquette détonna et pendant une fraction de seconde, Renard crut que rien ne s'était passé. Pas d'explosion massive, pas de boule de feu, juste un craquement sec et un nuage de fumée. Puis le blindé tressaillit. Le véhicule n'explosa pas vers l'extérieur, il mourut de l'intérieur. Le jet de cuivre avait pénétré le blindage frontal et pénétré dans le compartiment d'équipage, se déplaçant à 7500 mètres par seconde. Le jet était plus fin qu'un crayon, mais il transportait suffisamment d'énergie pour tuer tout ce qu'il touchait. Le conducteur mourut instantanément. Le jet continua à travers le compartiment, frappant le stockage de munitions. Les explosions secondaires commencèrent presque immédiatement. De la fumée s'échappait des trappes. Le char s'arrêta, les chenilles continuant à tourner dans le vide pendant quelques secondes avant de s'immobiliser. Des flammes commencèrent à lécher le pont moteur. L'équipage, qui aurait pu survivre, le commandant, le tireur, le chargeur, n'émergea jamais. La température intérieure montait trop vite. Les munitions cuisaient. Le véhicule était devenu un four. Il faut s'arrêter un instant pour comprendre ce que cela signifiait techniquement. Un char pesant 45 tonnes, protégé par un blindage que rien de portatif n'était censé pouvoir traverser, venait d'être détruit par un seul homme couché dans une tranchée. Un homme avec une arme qu'il portait sur l'épaule. La mort n'était pas venue d'un autre char, pas d'un avion, pas d'une batterie d'artillerie. Elle était venue d'un sergent d'infanterie dans une tranchée gelée, avec 12 roquettes et l'espoir que les ingénieurs américains avaient tenu leur promesse. Ils avaient tenu leur promesse. Le commandant du 2e blindé vit ce qui arriva au char de tête et prit une décision qui aurait été impensable 24 heures plus tôt. Il ordonna à son conducteur de faire marche arrière, un blindé allemand battant en retraite devant des armes d'infanterie, devant un lance-roquettes, devant une arme qui avait été considérée comme inefficace pendant plus d'1 an. Le commandant ne savait pas ce qui avait tué le char de son camarade, mais il savait que quelle que soit cette chose, elle venait d'une tranchée à 60 mètres de là et que cette tranchée était toujours occupée. Renard avait déjà rechargé. Le 2e tir attrapa le blindé en marche arrière dans le blindage latéral, plus mince que l'avant. Il offrit encore moins de résistance à la charge creuse. Le jet de cuivre pénétra, trouva les conduites de carburant, et le char disparut dans une boule de feu qui illumina la forêt gelée comme un soleil artificiel. 2 chars en moins de 30 secondes. Le 3e blindé battait déjà en retraite. Son commandant avait décidé que ce qui se trouvait dans ces tranchées ne valait pas la peine de mourir pour le découvrir. L'infanterie allemande qui avait suivi les blindés se retrouva soudainement sans couverture. Exposée aux tirs de fusils américains depuis des positions qu'elle s'était attendue à submerger, l'attaque vacilla, puis s'arrêta, puis recula. Renard était assis dans sa tranchée avec le lance-roquettes encore chaud dans les mains et 10 roquettes inutilisées à côté de lui. Il venait de faire quelque chose que l'infanterie n'était pas censée pouvoir faire. Il avait détruit 2 blindés avec une arme à épaulement. La nouvelle roquette avait fonctionné exactement comme annoncé. La nouvelle se répandit dans les lignes américaines plus vite que n'importe quelle communication officielle ne pouvait le faire. Les unités d'infanterie qui avaient été impuissantes face aux blindés avaient soudainement des options. Le changement psychologique fut immédiat et profond. Les équipages de chars allemands le remarquèrent immédiatement. Des rapports d'équipage capturés commencèrent à parvenir aux officiers du renseignement. Les Allemands avaient un nouveau nom pour l'infanterie américaine armée des roquettes améliorées. Ils les appelaient les tueurs de blindés, Panzerknacker. Ce nom n'était pas un compliment, c'était un aveu de peur. Les commandants de chars qui conduisaient leurs véhicules avec confiance vers les positions américaines devinrent soudainement prudents. Ils commencèrent à fermer leurs trappes plus tôt, réduisant leur visibilité mais augmentant leur protection contre l'arme qui pouvait apparemment les tuer depuis des tranchées d'Oli qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils commencèrent à reculer, attendant que leur propre infanterie dégage les positions avant d'avancer. L'ensemble de la dynamique de la guerre mécanisée basculait. Les chars avaient dominé l'infanterie depuis leur invention pendant la Grande Guerre. Le blindé allemand avait régné sur les champs de bataille européens pendant des années grâce à une équation simple. L'infanterie ne pouvait pas leur faire de mal, donc l'infanterie devait fuir. La nouvelle roquette changea cette équation. L'infanterie pouvait désormais leur faire du mal. L'infanterie armée de charges creuses pouvait tuer des blindés aussi sûrement qu'un autre char pouvait le faire.
Pensez à ce que cela représentait sur le plan tactique. Depuis le début de la guerre motorisée, toute la doctrine militaire était construite autour d'une réalité fondamentale. Les chars sont vulnérables aux autres chars, aux avions, à l'artillerie lourde, mais pas à l'infanterie. L'infanterie fuyait ou mourait. C'était une vérité aussi constante que la gravité. Et voilà que cette vérité s'effondrait dans une forêt belge, un matin de décembre, sous les mains d'un sergent et d'une arme que personne en face ne connaissait encore. La bataille des Ardennes était déjà brutale avant même que Renard ne tire son premier coup. L'offensive allemande avait atteint la surprise totale. Elle avait défoncé les lignes américaines avec une vitesse qui rappelait le Blitzkrieg de 1940. Des unités américaines étaient encerclées, coupées, combattant désespérément contre des blindés qu'elles ne pouvaient pas arrêter. La nouvelle roquette n'avait pas gagné la bataille à elle seule. Aucune arme ne le fait jamais. Mais elle créa des options là où il n'en existait aucune. Des unités encerclées, qui auraient dû être submergées, tinrent leur position parce que leur lance-roquettes fonctionnait réellement. Des pointes blindées allemandes qui auraient dû avancer sans opposition virent leurs chars mourir sous des tirs provenant de sources qu'elles ne pouvaient pas identifier. Les commandants de chars commencèrent à signaler que nulle part n'était sûr. Chaque haie, chaque fossé, chaque tranchée, n'importe lequel d'entre eux pouvait contenir un Américain avec une arme capable de tuer un blindé. La paranoïa était presque aussi efficace que les roquettes elles-mêmes. Il y avait quelque chose de profondément subversif dans cette réalité nouvelle. La peur avait toujours circulé dans un sens précis sur le champ de bataille, les fantassins craignaient les chars. Maintenant, pour la première fois depuis l'apparition des véhicules blindés, la peur pouvait circuler dans l'autre sens. Les équipages de chars, assis dans leurs machines d'acier, commencèrent à craindre les hommes dans les tranchées. Cette inversion psychologique était peut-être plus importante que le nombre de chars réellement détruits. Un char immobilisé représente une perte matérielle. Un char qui refuse d'avancer parce que son équipage a peur représente un effondrement de la doctrine. Et c'est précisément ce qui commençait à se produire le long du front des Ardennes. La physique de la nouvelle roquette resta classifiée longtemps après la fin de la guerre. La technologie des charges creuses était considérée comme si sensible que les détails techniques complets ne furent pas publiés pendant près de 30 ans. Les scientifiques américains avaient résolu un problème qui allait remodeler la guerre, et l'armée voulait garder cette solution secrète aussi longtemps que possible. La technologie se répandit évidemment. Les armes anti-chars modernes utilisent toutes des variantes du même principe. Le lance-roquettes soviétique portatif, le missile guidé anti-char, le système de missiles sophistiqués à guidage infrarouge, tous retracent leur héritage au concept de charge creuse que la nouvelle roquette avait déployé dans l'hiver de 1944. Comprendre pourquoi cette technologie reste si fondamentale nécessite de revenir aux bases de la physique. Le problème de l'antichar est essentiellement un problème d'énergie concentrée. Vous avez besoin de transférer suffisamment d'énergie à travers une surface d'acier pour endommager ce qui se trouve derrière. Les approches traditionnelles tentaient d'y parvenir par la force brute, des projectiles plus lourds, des vitesses plus élevées, des explosifs plus puissants. La charge creuse inversa cette logique. Au lieu d'augmenter la quantité totale d'énergie, elle concentra l'énergie disponible en un point infiniment petit. C'est la différence entre frapper une surface avec votre poing ouvert et avec la pointe d'une aiguille. La force totale est la même, mais la pression par centimètre carré est incomparablement différente. La physique élémentaire dit que la pression égale la force divisée par la surface. Réduisez la surface à l'extrême et la pression devient théoriquement illimitée. Les ingénieurs américains n'avaient pas inventé ce principe. Ils avaient réussi à le miniaturiser, à le stabiliser, à le rendre reproductible et fiable dans les conditions de combat réelles. C'est ce qui était remarquable. Non pas la découverte scientifique, mais l'ingénierie qui l'a transformé d'un phénomène de laboratoire en une arme qu'un sergent pouvait utiliser depuis une tranchée boueuse. Mais il y avait un autre aspect de cette arme qui n'apparaît que rarement dans les discussions techniques. La nouvelle roquette tuait les chars en transformant leur blindage en four. Le jet de cuivre ne pénétrait pas seulement. Il surchauffait tout ce qu'il touchait. Les équipages à l'intérieur ne mouraient pas simplement. Ils brûlaient. Renard et des hommes comme lui apprirent à reconnaître les sons qui suivaient un impact réussi. Les cris qui venaient parfois de l'intérieur des chars avant que les munitions ne s'embrasent et que tout ne s'arrête. L'odeur de carburant en flammes et quelque chose d'autre que les soldats ne nommaient jamais directement dans leur conversation.
Une odeur que ceux qui l'ont sentie une fois ne peuvent de plus jamais oublier. Quoi qu'il fasse, quel que soit le temps qui passe, le lance-roquette était une arme de guerre. La nouvelle roquette le rendait dévastateur. Mais l'efficacité avait un coût que les équations physiques ne mesuraient pas. Les hommes qui utilisèrent cette arme portèrent ses sons et ses odeurs pour le reste de leur vie. Ils avaient fait ce que l'infanterie n'avait jamais pu faire auparavant. Tuer des chars à distance depuis un abri avec une arme qui pesait moins de 10 kg. Ils avaient changé le champ de bataille, ils avaient sauvé leurs camarades, mais ils avaient aussi été témoins d'un type de mort qui hanta leurs rêves pendant des décennies. Il existe une tension fondamentale dans la narration de l'histoire militaire que nous résolvons rarement honnêtement. Nous célébrons l'ingéniosité technologique, et nous avons raison de le faire. Les ingénieurs qui résolurent ce problème sauvèrent des milliers de vies américaines. Leur travail mérite d'être reconnu, mais cette reconnaissance passe souvent sous silence ce que leur solution exigeait de ceux qui la mettaient en œuvre. Les manuels d'armement décrivent des paramètres de pénétration. Ils ne décrivent pas les sons qui venaient des blindés en feu. Renard termina la bataille des Ardennes avec 7 confirmations de destruction de blindés. Il reçut une médaille de bronze et une promotion. Il ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait vu à l'intérieur de ces véhicules en flammes. Mais sa famille savait qu'il faisait des cauchemars qui continuèrent longtemps après la fin de la guerre. Il n'était pas seul dans cet héritage silencieux. À travers les Ardennes et au-delà, des dizaines d'hommes avaient fait la même chose avec les mêmes armes et portaient le même fardeau invisible. Ils rentrèrent chez eux avec des médailles et des histoires qu'ils ne racontaient pas entièrement. Leurs familles apprirent à ne pas poser certaines questions. Leurs enfants grandirent en sachant que certains sujets étaient fermés sans jamais savoir exactement pourquoi. Les tueurs de blindés avaient payé un prix qu'aucune médaille ne pouvait reconnaître. Ils avaient transformé la guerre. Ils avaient prouvé que l'infanterie pouvait être dangereuse pour les chars. Ils avaient renversé une équation militaire vieille d'un quart de siècle. Et ils vivaient avec les conséquences de cette transformation dans leurs souvenirs, dans leurs nuits, dans les fragments de mémoire qui surgissaient sans prévenir des années après. Le commandant de chars allemand, qui battit en retraite ce matin-là dans la forêt belge, ne sut jamais le nom de l'homme qui avait tué ses camarades. Renard ne sut jamais le nom des hommes qui étaient morts dans les chars. C'est peut-être ainsi que la guerre fonctionne le mieux pour ceux qui y survivent. L'abstraction préserve quelque chose, le détail détruit tout. L'héritage de la nouvelle roquette s'étendit bien au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Le principe de la charge creuse devint le fondement de pratiquement chaque arme anti-char développée dans les décennies suivantes. L'infanterie moderne peut engager des véhicules blindés avec une précision qui aurait semblé impossible en 1944. La technologie a évolué, les ogives se sont perfectionnées, les systèmes de guidage sont devenus suffisamment sophistiqués pour toucher des cibles en mouvement à des distances que les équipes de lance-roquettes originales auraient trouvées miraculeuses. Mais le principe fondamental reste le même. Concentrer l'énergie en un point. Créer un jet de métal surchauffé. Vaincre le blindage par une physique concentrée plutôt que par la force brute. Les ingénieurs qui conçurent la nouvelle roquette résolurent un problème qui avait tué des milliers de fantassins. Ils donnèrent aux soldats une chance réelle contre des armes qui avaient auparavant été impossibles à arrêter. Ils changèrent la relation entre l'infanterie et les blindés de manière permanente. Pensez à ce que cela représente en termes de géopolitique militaire. Avant 1944, une puissance disposant d'une supériorité blindée pouvait dominer un espace terrestre contre une infanterie sans équipement lourd. Après la généralisation des charges creuses légères, cette équation changea fondamentalement. Un guerrier avec une arme portative pouvait désormais menacer un blindé valant des millions. L'asymétrie du champ de bataille se transforma. Et cette transformation, commencée dans les Ardennes belges, continue de façonner les doctrines militaires du monde entier. La roquette de nouvelle génération est exposée dans des musées maintenant. Un artefact historique que les visiteurs regardent en passant sans comprendre ce qu'elle représente. Une roquette de moins de 2 kg qui pouvait percer 100 mm de blindage. Une arme qui se déplaçait à 7 fois la vitesse du son à l'impact. Une pièce de technologie que les Allemands craignirent suffisamment pour lui donner un nom. Les visiteurs voient un cylindre métallique dans une vitrine. Ils lisent le panneau explicatif. Ils passent à l'exposition suivante. Ce qu'ils ne voient pas, ce que le panneau ne décrit pas, c'est la tranchée glacée de décembre, le sergent dont les mains tremblaient légèrement, les 3 chars qui avançaient. Le choix entre faire confiance aux ingénieurs ou attendre une preuve,
et les sons qui venaient de l'intérieur des blindés en feu après que la confiance fut accordée et que la preuve arriva. L'objet dans la vitrine est inerte. L'histoire qu'il porte est vivante d'une manière que les musées ne capturent que rarement. Parce que l'histoire n'est pas vraiment celle d'une roquette. C'est celle d'hommes qui firent confiance à d'autres hommes qu'ils ne rencontreraient jamais. Des ingénieurs dans des laboratoires secrets, des officiers de renseignement qui évaluèrent les technologies allemandes, des mécaniciens d'usine qui assemblèrent les pièces avec précision. Et de la façon dont cette confiance, placée dans des inconnus à travers une chaîne de responsabilité, permit à des hommes armés de simples armes portatives d'affronter des machines d'acier de 45 tonnes. La physique de la guerre est élégante, les équations sont propres, les paramètres de pénétration sont mesurables, le ratio coût-efficacité peut être calculé. L'ingéniosité technique qui transforma un lance-roquette inefficace en tueur de blindés peut être documentée, analysée, enseignée dans des académies des militaires. La psychologie de la guerre refuse d'obéir à la même élégance. Les rêves du sergent Renard ne se prêtent pas à l'équation. Les sons qu'il entendit cette nuit de décembre 44 ne peuvent pas être quantifiés. La distance entre l'homme qu'il était avant de tirer et l'homme qu'il fut après ne dispose pas d'unité de mesure. Il y a une question que nous posons rarement parce que la réponse est inconfortable. Quand nous célébrons une innovation technologique militaire, une arme qui changea le cours de la guerre, une percée qui sauva des milliers de vies alliées, qui exactement portons-nous la charge de cette transformation? Les ingénieurs qui conçurent l'arme rentrèrent chez eux le soir et dormirent dans leur lit. Les officiers qui approuvèrent de son déploiement gagnèrent des promotions. Les historiens qui documentèrent en son efficacité écrivirent des livres. Renard rentra chez lui et ne toucha plus jamais une arme. Voilà la différence entre la physique et la psychologie de la guerre. La physique travaille parfaitement, toujours. Le jet de cuivre fait ce que la physique dit qu'il fera, sans exception, sans hésitation, sans conséquence pour le cuivre lui-même. La psychologie ne fonctionne jamais aussi proprement. Elle laisse des résidus, elle contamine les rêves, elle modifie la façon dont un homme regarde ses mains des décennies plus tard. Les Ardennes belges enseignent aujourd'hui encore la leçon que l'hiver 1944 illustra dans le sang et la fumée. Quand vous donnez aux soldats la capacité de tuer plus efficacement, vous leur donnez aussi le fardeau de ce meurtre plus efficace. Le meurtre plus propre sur le plan technique n'est pas nécessairement plus propre sur le plan humain. Et l'histoire militaire qui célèbre l'un sans reconnaître l'autre est une histoire incomplète. Les tueurs de blindés méritent d'être reconnus. Leur courage fut réel. L'efficacité de leur arme fut déterminante. Leur contribution à la victoire alliée dans les Ardennes ne peut pas être surestimée. Et en même temps, le sergent qui rentra chez lui et ne put jamais vraiment parler de ce qu'il avait vu mérite d'être reconnu lui aussi. Pas malgré sa difficulté à parler, mais à travers elle. Parce que cette difficulté, ce silence, qui enveloppa tant de vétérans qui avaient fait des choses remarquables, est peut-être la mesure la plus honnête du coût réel de la guerre. Non pas les chiffres de pertes dans les rapports officiels, non pas les lignes de front sur les cartes d'état-major, mais les nuits d'un homme dans une maison ordinaire, des années après la fin des combats, où les sons de la forêt belge revenaient avec une fidélité que la mémoire normale n'aurait pas dû conserver. Le sergent Henri Renard rentra chez lui après la guerre et ne reprit jamais une arme entre ses mains. Il avait porté le lance-roquettes qui changea tout. Il avait tiré les roquettes qui rendirent l'infanterie dangereuse pour les blindés. Il avait entendu les sons qui venaient des véhicules en flammes. Il avait été un tueur de blindés et il en paya le prix. Sa médaille était encadrée quelque part dans une armoire. Ses enfants savaient qu'il avait fait quelque chose d'important pendant la guerre parce que d'autres hommes le leur avaient dit. Jamais lui. Ses petits-enfants apprirent la bataille des Ardennes dans leurs livres d'histoire et ne firent jamais le lien avec le vieil homme silencieux qui fermait parfois les yeux en décembre quand le vent soufflait d'une certaine façon. Les armes changent, les principes physiques qu'elles exploitent évoluent, se perfectionnent, se miniaturisent. Les systèmes de guidage modernes peuvent frapper une cible à des kilomètres avec une précision que Renard n'aurait pas pu imaginer, accroupi dans sa tranchée avec son tube métallique et ses 12 roquettes. Mais la charge creuse, le principe que ces ingénieurs développèrent dans le secret absolu de l'hiver 44, est toujours au cœur de la plupart des armes anti-chars modernes. L'efficacité physique est transmissible. Elle s'enseigne, se réplique, s'améliore.
La charge psychologique que portèrent les hommes qui utilisèrent ces armes pour la première fois ne se transmet pas. Elle disparut avec eux, silencieusement, dans des maisons ordinaires, des années après que le monde eut cessé de s'intéresser à ce qu'ils avaient vécu. C'est peut-être la vraie leçon des Ardennes. Pas la supériorité de la charge creuse sur le blindage incliné, pas la victoire de la physique concentrée sur la force brute, mais ceci: les hommes qui changent le cours des batailles paient un prix que les batailles ne remboursent de jamais entièrement. Et les armes qui semblent résoudre les problèmes de la guerre créent souvent des problèmes que la paix ne sait pas comment résoudre. Si cette histoire vous a touché, posez-vous honnêtement cette question en commentaire. Si vous étiez dans cette tranchée gelée avec une arme que vous n'aviez jamais testée, auriez-vous fait confiance aux ingénieurs ou auriez-vous attendu une preuve que ça fonctionnait vraiment ? Je veux connaître votre réponse. À très bientôt pour la prochaine histoire.